Finissons la saison en beauté avec un dernier épisode consacré à l'un des éléments essentiels du premier degré et de la scolarité en général. Les professeurs des écoles, tout premier maillon de la transmission de connaissances et de valeurs pour nos élèves, et aussi ce que l'on oublie facilement quand on parle du professeur. La question, quelles sont les spécificités de ces enseignants du premier degré? C'est sur Capsule Éducation. Je te dirais bien d'aller écouter l'épisode 8 où l'on décortiquait le métier d'enseignant, mais j'y ai assez peu parlé des professeurs des écoles, mea culpa. Peut-être que tu te plairas davantage sur l'épisode 14 et son inclusion scolaire spécifique au premier degré, ou alors sur l'épisode 19 qui posait le premier degré comme la base de l'apprentissage de la citoyenneté. C'est inévitable sur ce podcast, on y passe toujours. Un zeste de contexte, de l'historique et quelques rappels utiles pour bien démarrer l'aventure. Celui qui est chargé de l'éducation d'un enfant, celui qui enseigne dans une école primaire, celui qui transmet et qui instruit. De qui se parle-t-on vraiment? De précepteur à maître d'école puis à instituteur et enfin à professeur des écoles, l'enseignant qui nous intéresse aujourd'hui aura connu de nombreuses appellations, de nouvelles missions et des réformes successives. Ça commence juste un peu avant les années 1700 avec le maître d'école, celui qui détient la connaissance et aussi celui qui instruit dans la foi catholique. En effet, rappelons-nous que jusqu'aux lois de séparation des églises et de l'État de 1905, les écoles étaient encore sous le contrôle de la paroisse, d'où une forte présence de la foi catholique et du catéchisme, forcément. À noter que jusqu'ici, le maître d'école instruit aux garçons, l'instruction des filles étant alors le plus souvent confiée à des religieuses. Ce qu'on se garde de ce premier statut, c'est qu'il n'y a pas encore de concours et que le niveau de pédagogie du maître n'est pas le premier critère d'embauche. On attend juste de lui qu'il transmette les bases et qu'il fasse vivre la foi catholique des jeunes élèves. Et bien qu'étant un statut assez respecté, le salaire ne démontrait pas vraiment de valorisation particulière, ce qui d'ailleurs ne sera pas amené à changer, on va vite le constater. La Révolution française de 1789 arrive et donne naissance à l'instituteur qui éduque l'enfant. L'enfant et pas juste l'élève. Les premières écoles normales primaires fleurissent en même temps avec pour objectif de former les instituteurs. Elles se seraient d'ailleurs généralisées en France entre 1810 et 1838, d'abord pour les instituteurs, puis pour les institutrices. L'instituteur est celui qui transmet les savoirs basiques tels que savoir lire, savoir écrire et savoir compter, mais aussi celui qui incarne les valeurs de la République en prodiguant une instruction civique et morale importante. Cette dynamique d'éducation avant l'instruction reste très présente jusqu'à la Première Guerre mondiale environ. Ce n'est qu'avec les besoins de la nouvelle génération et la massification scolaire des années 50 que l'instruction finit par dominer sur l'instruction ou sur l'éducation civique et morale. L'instituteur obtient ainsi un statut de notable avec une carrière réussie, en bref une personne qui mérite le respect. Pour autant, le niveau de vie ne s'élève pas vraiment non plus, exactement comme pour les maîtres d'école. Ceci dit, d'autres avantages venaient compenser le salaire, compenser entre guillemets. Les congés scolaires et une retraite à partir de 55 ans, notamment. Et curieusement, la massification scolaire des années 50 contribue quelque part à fragiliser le statut des instituteurs puisque jusque-là, ils enseignaient à ce qu'on peut appeler une élite scolaire, alors que la démocratisation de l'école et des études supérieures ouvre la voie à tout le monde, brisant ainsi le caractère privilégié de l'instruction et même la perception que les familles en ont. Retour sur la période moderne avec 1989 et sa fameuse loi d'orientation qui change profondément les structures de l'école au sens large. Une loi qui installe par ailleurs la création du statut des professeurs des écoles, enfin. Avec les décrets parus sur l'année 1990, les professeurs des écoles obtiennent une nouvelle légitimité en tant qu'enseignants, sur 3 points en particulier. D'abord, ils obtiennent le titre de professeur qui était jusque-là réservé aux enseignants de collège et de lycée. Ensuite, il passe du statut de fonctionnaire de catégorie B à celui de catégorie A, avec la rémunération qui va avec. Et bon, d'accord, là-dessus c'est pas sûr, mais c'est pas tout à fait le débat du jour. Troisième et dernier élément, le recrutement s'effectue désormais sur une licence. Avec ce changement, les anciennes écoles normales primaires s'intègrent désormais dans les nouveaux instituts universitaires de formation des maîtres, les IEFM qui sont ensuite devenus des SP puis des INSPE, et dont on attend le prochain nom avec peu d'impatience.
Bref, l'IUFM souhaite que le professeur des écoles ne transmette plus seulement des connaissances, mais surtout prépare les élèves au secondaire. Ce qu'on en retient aussi, c'est qu'avant la création du nouveau statut de PE, il n'y avait qu'un seul corps d'enseignants dans le premier degré. Ce nouveau statut de professeur des écoles casse alors l'homogénéité de la maison puisqu'on se retrouve avec deux statuts et deux structures de formation. Le PE et l'instituteur et les écoles normales et les IUFM jusqu'à la fin des écoles normales. Finalement, les instituteurs restants sont peu à peu intégrés dans le statut des PE, en laissant derrière eux un statut déjà fragilisé. Réforme, réforme, ça ne s'arrête pas là. Depuis 2011, le recrutement d'un professeur des écoles s'effectue à partir de Bac+5 et non plus Bac+3. Autant dire que le PE, qui était déjà dans la pente du déclassement, finit par dégringoler dans le manque de considération. La disparition des UIFM suit au profil des SP puis des INSPE, une structure qui ne forme plus seulement les professeurs des écoles, mais aussi les professeurs du second degré et de l'enseignement supérieur, qu'ils soient enseignants ou non enseignants. La concentration de tous ces profils est censée favoriser une culture partagée entre tous les degrés, ce qui permettrait à terme de créer une cohésion dans les équipes pédagogiques et éducatives. Master Meuf équilibre entre période de formation théorique et de stage, à quoi se rajoute une nouvelle réforme des concours. Par exemple, le concours de recrutement des professeurs des écoles, ou le CRPE, se basait auparavant sur 3 épreuves d'admissibilité portant sur 4 matières, voire sur 5 si tu considères que l'histoire et la géographie sont bien distinctes. Il y avait aussi 3 entretiens oraux pour les admissions. 2015 et sa nouvelle réforme changent tout encore une fois. C'est désormais 2 matières pour les épreuves d'admissibilité, alors que les épreuves orales d'admission se basent sur un dossier de 10 pages, tout ça consacré à une seule matière. C'est d'un dépouillement qui interroge pas mal. Ce fut là un long voyage pour arriver aux professeurs des écoles actuelles, mais c'est nécessaire pour comprendre cet enseignant peu valorisé et peu médiatisé. Rajoutons-y que le PE de nos jours effectue plus d'heures d'enseignement que la moyenne des pays de l'OCDE. Les enseignants de primaire font 900 heures pour 791 heures moyennes de l'OCDE, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable quand même. Et attention, on se parle bien d'heures d'enseignement, ce qui ne compte pas le reste des missions et du temps de travail réel. Ça, c'est à la page 407 du rapport Regard sur l'éducation 2021 rendu par le CDE. Au niveau de la taille des classes, c'est plutôt intéressant de constater que sur la moyenne OCDE de 21 élèves, la France ne dépasse pas de beaucoup, dans les 24 à 25 élèves environ, sans différence particulière entre le public et le privé, et ça c'est à la page 358. Un de ces 4, on ira aussi voir sur le côté du secondaire. Les chiffres y sont plus hétérogènes que dans le premier degré. De statut considéré et respecté, on passe à un statut fragilisé malgré sa légitimité enfin reconnue auprès des autres enseignants. Qu'est-ce que le professeur des écoles aujourd'hui alors ? Je t'aurais bien parlé du CRPE que tout enseignant du primaire doit passer pour être titulaire, mais comme la réforme de 2022 change une bonne partie des règles, je me contenterai de te dire que cette réforme touche en fait tous les concours de l'enseignement et de l'éducation, et que le concours en lui-même aura désormais lieu en fin de Master 2, avec des modifications des épreuves, pour ne pas changer. Tu noteras aussi que l'alternance est désormais vue comme la voie à privilégier. Quant aux conditions de travail et d'études pour les futurs professeurs des écoles, n'en parlons pas, ça risquerait de faire grincer des dents. Difficile de préparer un concours quand on manque déjà de temps et qu'on doit en plus assurer des heures en responsabilité seule. Un CRPE pour le public, un autre pour le privé, c'est juste l'histoire d'un choix à inscrire sur un papier puisque les concours sont exactement les mêmes. Épreuve, correcteur, c'est la même chose, même si le salaire n'est pas tout à fait le même, et que le PE du privé n'est pas fonctionnaire, même s'il a passé un concours de la fonction publique. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord que pour la formation initiale, ce sont des enseignants universitaires qui forment les futurs PE, pas des PE ou d'anciens PE. Et en quoi c'est intéressant ? Simplement parce que ces formations ne mettent vraisemblablement pas autant l'accent sur le premier degré qu'elles le devraient. Et ça s'en ressent forcément sur les futurs fonctionnaires stagiaires amenés à enseigner prochainement. C'est d'ailleurs une source de tension supplémentaire dans les bancs des INSPE et aussi dans les salles des maîtres. Mis à part le CRPE en lui-même, un petit mot sur le système de mobilité. Contrairement au second degré, les professeurs des écoles choisissent leurs vœux de mutation entre l'interdépartemental et l'intra-départemental, même si les vœux interacadémiques restent possibles. On a aussi le POP, le fameux mouvement sur poste de profil qui suscite pas mal de débats et de désaccords, et qu'on se garde pour plus tard.
En tout cas, les professeurs des écoles peuvent également y candidater. Encore une fois, tout se passe sur l'application eProf via Siam. Et on se rappelle que les vœux sont pris en compte selon la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'agent. Donc on n'est jamais assuré d'avoir le poste voulu, ou même de rester dans la zone géographique privilégiée. Il y a les mutations, il y a les permutations, il y a un mouvement complémentaire, bref, un système qui ne diffère pas vraiment du second degré, sauf sur la zone géographique prise en compte. À la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, il apparaît peut-être comme plus simple de muter proche de chez soi dans le premier degré que dans le second, du fait d'un recrutement départemental et pas académique. Ceci dit, ça dépend des postes disponibles, et les mouvements inter 2022 laissent un goût amer de ce côté. Il est rapporté que sur les 17 462 demandes interdépartementales, presque 14 000 d'entre elles n'ont pas abouti. Autre précision qui touche cette fois les professeurs des écoles stagiaires. Ceux-ci ont l'obligation de participer au mouvement intra-départemental sur leur première affectation, ce qui leur assure au moins d'avoir un poste dans leur département d'origine. Nouvelle précision, pas des moindres, on peut aussi se souvenir que le professeur des écoles n'est pas cantonné à l'école maternelle ou à l'école élémentaire. Il peut aussi enseigner en SECPA ou en ULIS, en REA, au sein d'un RASED. Les possibilités sont nombreuses et ne s'arrêtent pas au cadre d'un niveau ou d'un double niveau du premier degré. Au niveau des évolutions, outre le fait d'enseigner ailleurs qu'en école élémentaire ou maternelle, le professeur des écoles peut aussi devenir directeur d'école, ou bien passer le CAFIPEMP pour devenir professeur des écoles maître formateur. Il peut aussi passer le KPI pour être enseignant spécialisé ou devenir conseiller pédagogique de circonscription, ou être chargé de mission, ou encore enseignant référent pour les usages du numérique. Bref, des évolutions possibles, soit avec une qualification ou un concours, soit par la voie d'opportunité. Et sinon, sa mission! Avec tout l'historique qu'on a pu voir ensemble, tu auras compris que la mission du professeur des écoles dépasse largement le cadre du apprendre à lire, à écrire et à compter. Ça, c'était l'instituteur et un peu le maître d'école. Non, aujourd'hui, on peut se dire que la véritable mission n'est plus seulement de donner les bases indispensables, mais surtout de préparer les élèves au secondaire, c'est-à-dire au collège. Ce qui passe nécessairement par l'apprentissage du lire, écrire et du compter, mais le collège prend de plus en plus sa place dans la vie de l'école élémentaire. C'est par exemple le cas avec la liaison école-collège qui est censée faciliter la continuité entre les cycles, et qui prend au passage beaucoup de temps. Comment de telles missions s'exercent-elles pour le professeur des écoles? C'est en tout 24 heures d'enseignement hebdomadaire à assurer, à quoi s'ajoutent 108 heures annuelles en principe dédiées aux missions hors de la classe, mais dans l'école. Ça compte les participations au conseil d'école, les rencontres avec les familles, les travaux de l'équipe pédagogique, et encore une fois, que ce soit bien clair. Les 24 heures hebdomadaires associées aux 108 heures annuelles ne sont que des heures de présence dans l'école, mais ce ne sont pas les heures de travail en entier. Ce travail de longue haleine se poursuit hors de l'école. Préparation des cours, correction des copies, cahiers et production des élèves, rencontres avec les familles quand les horaires ne permettent pas de se voir autrement, réunions diverses, et les vacances ne sont pas qu'un temps de repos, que ce soit pour le premier degré, le second degré ou l'enseignement supérieur. Les vacances sont consacrées pour une partie à rechercher les supports, à préparer les séquences et les activités, en gros à nourrir l'année en cours et celle à venir. Côté hiérarchie, côté contact, qu'avons-nous? C'est que le professeur des écoles n'est pas sous la hiérarchie directe du directeur d'école, mais sous celle de son IEN de circonscription, c'est-à-dire celle de l'inspecteur de l'éducation nationale, lui-même sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN. À ne pas confondre avec la DSDEN qui s'occupe de la gestion des personnels du premier degré, en plus des moyens d'enseignement des écoles. Le plus important à retenir là-dedans, c'est que les professeurs des écoles ne sont pas sous l'autorité du directeur d'école, celui-ci n'ayant pas encore l'autorité pédagogique, notamment. Ceci dit, la loi RIAC est en phase de changer cette dynamique. Pour rappel, cette loi crée la fonction de directeur d'école autant qu'elle instaure une autorité fonctionnelle du directeur d'école. Est-ce que ça veut dire une autorité toute puissante et une supériorité hiérarchique sur les PE? Non, pas encore, mais ça veut néanmoins dire que le directeur d'école a davantage de mouvement dans ses décisions, davantage de manœuvres. Et ça, c'est important de le noter, parce que jusqu'ici, il y avait à la fois l'IEN et la commune comme interlocuteurs principaux. Désormais, le directeur d'école a plus de liberté et de facilité à prendre des décisions. Il n'a plus à passer automatiquement par une autre autorité, donc moins d'interlocuteurs à alpaguer. Quelles seraient les différences entre enseigner en maternelle et enseigner en élémentaire?
À savoir déjà que l'école maternelle, c'est le cycle 1, alors que le cycle 2 et 3 concernent l'école élémentaire et la sixième. Pour le coup, la différence majeure se tient bien sur l'âge des enfants ou des élèves. Les très jeunes que l'on accueille en maternelle ne sont pas encore des élèves en soi, ils sont sur le chemin de le devenir. C'est tout ce cheminement de l'enfant à l'enfant élève qui fait la différence, puisque l'enfant de maternelle nécessite plus d'attention, d'adaptation, de sécurité. On peut même y ajouter la dimension relationnelle, donc le besoin d'interaction personnelle. C'est là que la deuxième différence intervient. En maternelle, les professeurs des écoles travaillent en complémentarité avec les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Or, ces personnels ne sont pas présents dans l'école élémentaire. D'ailleurs, même si celle-ci garde le côté relationnel et l'interaction, elle se focalise aussi davantage sur un enseignement scolaire, maintenant que les enfants sont en âge et surtout en capacité d'endosser petit à petit leur rôle d'élève. D'accord, d'accord. À relativiser quand même, on se parle de jeunes enfants, ne l'oublions pas. Et n'oublions pas non plus les AESH dont la place reste primordiale dans les deux écoles du premier degré et au-delà. Quelles sont les spécificités du professeur des écoles, ces différences que l'on ignore parfois ou auxquelles on ne pense pas? D'abord, les 10 disciplines qu'un PE doit transmettre à ses élèves, alors que la plupart des collègues du second degré n'enseignent qu'une matière, exception faite de l'histoire-géographie UMC en collège et en lycée, et les doubles disciplines du lycée professionnel et de l'enseignement supérieur. Attention, je dis enseigner, mais les professeurs du second degré peuvent aussi s'être spécialisés sur d'autres matières pendant leurs études. Cependant, ils ne le transmettent pas aux élèves. 10 disciplines, mais de l'autre côté, chaque matière doit rentrer dans l'emploi du temps pour que tout puisse tenir. Ce qui veut fatalement dire que si chaque matière a son propre volume horaire, il ne peut pas y avoir autant d'approfondissement que dans le second degré. Et ce n'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est d'introduire l'élève aux matières qu'il aura tout au long de sa scolarité, lui faire découvrir les notions, lui donner les bases, le préparer à la suite, attiser sa curiosité et le lancer sur le début de spécialisation en fonction de ses affinités, de ses résultats. Voilà les disciplines. Français, mathématiques, histoire et géographie, sciences expérimentales, langue vivante, musique, arts plastiques, activités manuelles et éducation sportive. Autre spécificité qui appartient bien à la France et pour laquelle les autres pays nous regardent avec des yeux de merle en fruits quand on leur parle. On est chanceux d'avoir une vie scolaire et un ou des CPE dans le second degré, ce qui n'est pas le cas pour le premier degré, sauf si on compte les quelques 500 assistants d'éducation éparpillés sur le premier degré dans toute la France. Mis à part ces personnels qu'on trouve ici et là, donc, il n'y a vraiment aucune vie scolaire, et les services civiques ne comptent pas comme des personnels ou des surveillants. Ce qui veut dire que ce sont bien les professeurs des écoles, les ATSEM, les AESH et les directeurs d'école qui rassurent le service de récréation, l'accueil et tout ce qu'on donne généralement à la vie scolaire du second degré. J'ajouterais même que n'ayant pas une direction comme dans le second degré, n'ayant pas forcément de personnel administratif non plus, toutes ces missions reviennent bien au personnel de l'école, en plus de leurs missions auprès des élèves dans les classes. Mine de rien, c'est déjà beaucoup à faire. On continue sur les spécificités. 24 heures devant la classe plus 108 heures annuelles contre 18 heures pour les collègues du secondaire. Une seule classe pour l'année quand les collègues en ont en général plusieurs niveaux d'enseignement, avec toutefois l'exception des classes à double niveau qu'on trouve en école élémentaire. Parlons aussi de l'impossibilité de sortir un élève turbulent de classe parce qu'il n'y a pas de personnel de vie scolaire, donc la sécurité n'est plus garantie en cas de problème. Parlons des mercredis de l'école élémentaire. Si la commune décide que l'école est ouverte sur le mercredi matin, le PE est forcément là. Mais si l'école n'est pas ouverte ce jour, le PE ne travaille pas du tout en classe le mercredi, alors que les collègues du secondaire ne sont pas assurés d'avoir leur mercredi comme jour de repos. Quoiqu'on se rappelle quand même que ne pas être dans la classe ne veut pas dire être en repos pour autant. Parlons aussi de la relation à la hiérarchie. Pour l'instant, on se l'est déjà dit, le PE est sous l'autorité de son IEN et pas du directeur d'école, alors que dans le second degré, le pouvoir des chefs d'établissement reste plus important, même si pas phénoménal non plus. Il y a bien la présence des inspecteurs, mais l'autorité de l'inspecteur va de pair avec celle du chef d'établissement. Et l'aspect hiérarchie fait partie des nombreux sujets de discussion et surtout des débats des professeurs du second degré. Relation aux familles aussi. Le PE est peut-être davantage sollicité par les familles et fait un travail plus approfondi de coéducation, dans la mesure où l'enfant élève reste très jeune et que la relation affective fait partie de leur quotidien, du fait de l'âge des écoliers.
La coéducation et la coopération avec les personnels existent aussi dans le second degré. Cependant, les rapports ne se ressemblent pas entre les degrés, pas totalement. À dire aussi, les relations école-famille, c'est bien comme c'est moins bien, parce qu'on trouve autant de l'investissement et du respect que des démissions et du mépris. Quelques mots sur le directeur d'école, un peu. C'est-à-dire que le chef d'établissement du secondaire n'est plus enseignant mais personnel de direction, même s'il a déjà enseigné avant, qu'il a démarré sa carrière avec un concours enseignant. Et c'est là que ça change, parce que le directeur d'école était et reste encore enseignant, même s'il assure aussi sa mission de directeur d'école. On a donc une personne qui enseigne à sa classe, généralement la classe de CM2, et qui doit aussi veiller au fonctionnement de l'école, à la sécurité de tous, aux relations entre les familles, l'école, les services municipaux, donc une double charge de travail pour au final assez peu de décharge de service. Beaucoup de directeurs d'école assurent donc les deux fonctions à temps plein, sans bénéficier de décharges administratives qui leur permettraient de souffler et de se consacrer à leur fonction de directeur sur une journée entière. Pas d'aide et pas forcément de secrétaire non plus, et pour pallier ces manques, on en vient parfois à embaucher des services civiques dans l'école pour qu'ils prennent le rôle de secrétaire auprès du directeur. Alors si la loi RIAC a ouvert la voie à la légitimité de la fonction, elle a en revanche raté le coche sur le reste, en refusant par exemple de rendre les aides et les décharges administratives obligatoires pour soulager les directeurs d'école. C'est très bête parce qu'actuellement, ces heures de décharge se comptent selon le nombre de classes dans l'école, alors que la charge de travail reste très forte dans toutes les écoles. Les conséquences d'un tel manque, ai-je besoin de te le dire? Peu de reconnaissance et surtout de la méconnaissance quand il s'agit de l'éducation nationale, et ça touche aussi les professeurs des écoles, comme ça touche le reste des personnels. Tensions, accrochages, polémiques, tout ceci vient à la fois de l'extérieur de la maison, comme des collègues au sein même de la maison. Et effectivement, le fonctionnement du premier degré n'est pas vraiment le même que celui du second degré, encore moins de l'enseignement supérieur. Des élèves plus jeunes qui commencent tout juste à saisir leur rôle d'élève, des enseignants qui transmettent les bases et préparent au secondaire, des familles dont la présence paraît indispensable pour mener à bien la scolarité et la formation des écoliers. Et des disparités dans les traitements, des jalousies, des regards envieux qui jugent en partant des préjugés sans forcément prendre en compte le fonctionnement du primaire. Et heureusement, pas généralisé, c'est vraiment essentiel de le rappeler. 10 disciplines à transmettre sur 24 heures hebdomadaires réparties sur 864 heures annuelles, à l'école maternelle comme à l'école élémentaire. Il y a la découverte et les bases, il y a des explicitations et un début d'approfondissement, mais évidemment que toutes les disciplines ne pourront pas être approfondies autant qu'elles le sont au collège ou au lycée. Le secondaire est le prolongement et l'approfondissement des disciplines du primaire. Or, il arrive qu'on compare la charge du travail des PE et des enseignants du secondaire, en arrivant fatalement à la conclusion que ce sont bien les collègues des collèges et des lycées qui sont les plus sous pression, qui font le plus d'heures de travail. Pourquoi chercher à comparer ce qui n'est pas comparable? Nous avons deux catégories d'enseignants dont la première mission reste la transmission des connaissances à une classe entière. L'enseignement n'est pas le même, la manière de transmettre, les objectifs premiers non plus, parce que ces spécificités tiennent compte de l'âge, de la maturité, de la progression de l'élève. Celui du primaire doit d'abord apprendre les bases, celui du secondaire les approfondit et se spécialise. Aussi, la charge de travail n'est pas la même puisqu'elle ne vise pas le même objectif. C'est-à-dire que faire apprendre la lecture ou l'écriture nécessite autant d'énergie que de faire apprendre des connaissances purement disciplinaires. Et ni l'un ni l'autre ne sont des tâches rebutantes ou déshonorantes, puisque les deux sont indispensables et quasi indissociables. Qui travaille le plus? L'un est à 24 heures hebdomadaires, l'autre à 18 heures, en tout cas quand ils sont à temps plein. Mais encore une fois, et il faut vraiment que ça rentre dans la tête de tous et de chacun, le temps de classe n'est pas le temps de travail. Le PE fait plus d'heures de présence en classe, mais il a un effectif de 25 à 30 élèves, quand les collègues du secondaire tournent plus sur du 30 élèves, voire largement plus que 30 élèves. Le PE corrige les productions et les cahiers, mais l'enseignant du secondaire corrige des copies fournies qui mélangent rédaction et étude de documents. Pourtant, la charge de travail reste la même. Le PE n'a qu'une classe, mais il l'a en permanence. Les récréations ne sont pas de tout repos puisqu'il fait le service de surveillance par manque de vie scolaire. Et vérifier l'acquisition des bases passe par des évaluations, la tenue des cahiers, les rappels de connaissances. Enseigner 10 disciplines inclut de les connaître un minimum pour pouvoir les retransmettre, même s'il n'y a pas un gros approfondissement au final.
Un emploi du temps fixe sans trous pour les PE, alors que l'emploi du temps peut s'avérer très éreintant pour le secondaire, avec des trous et des aberrations selon des années. Une discipline qui est, paraît-il, moins difficile à gérer dans le premier degré. Mais alors, doit-on fermer les yeux sur les coups portés aux PE, aux ATSEM, aux AESH ou même aux autres enfants? Des coups portés par les élèves eux-mêmes, des incivilités dans la classe ou des familles mécontentes, méprisantes. Doit-on effacer ces actes de violence et se dire que ça n'arrive que dans le secondaire? Bref, le cœur de métier reste le même, mais la façon de fonctionner est différente, et il n'y a rien d'extraordinaire à cela, rien d'étrange. Et la fatigue psychologique est présente peu importe le degré, peu importe le corps de métier. Et ça, ce n'est pas normal, mais on ne peut malheureusement pas y changer grand-chose. On ne peut que se ménager autant que possible et savoir poser ses propres limites, quand la situation en laisse l'occasion en tout cas. Ce qu'il y a de commun, c'est la mission de transmission, le rôle à jouer dans la formation de l'élève, dans sa scolarité, son avenir. Ce qu'on vit en commun, c'est de beaux échanges, mais aussi de la fatigue, une sursollicitation de toutes parts, des incivilités. Et pourtant, la méconnaissance encore, le ras-le-bol encore, quand les élèves arrivent dans le secondaire avec des lacunes qu'il devient difficile de rattraper à ce niveau-là. Je te parle d'élèves du collège qui ne peuvent toujours pas déchiffrer des phrases, ne savent pas conjuguer ou se faire comprendre dans leur syntaxe, ne retiennent pas les méthodes de calcul des opérations simples. Des élèves qui sont déjà en difficulté alors qu'ils entrent tout juste au collège, des lacunes qui les fragilisent davantage quand ils arrivent au lycée, et la catastrophe qui éclate dans les études supérieures, puis dans la vie active. Et quand on s'interroge, quand on regarde le parcours de l'élève, on voit qu'il a passé toutes ses classes. Au passage, merci au ministère d'avoir fermé toutes les possibilités d'un redoublement pour cause d'économie. Ça aide vachement les élèves. On s'aperçoit donc qu'ils ont passé tous les paliers en se retrouvant parfois avec des notes qui ne reflètent pas du tout leur niveau, parce que la politique éducative actuelle veut que l'on surnote pour faire passer tout ce monde. Les enseignants des études supérieures sont donc amenés à remettre en cause leurs collègues du secondaire. Les enseignants du secondaire rejettent les lacunes sur les collègues du primaire. Pas forcément généralisés non plus, mais plutôt bien présents sur les réseaux sociaux ou même sur le forum Néoprof. Tout ceci est clairement source de tension et de violence entre personnel de l'éducation nationale parce que l'élève arrive avec des difficultés à chaque nouveau palier, qu'il est dans l'incapacité de suivre le reste de sa scolarité, et qu'en plus, il décroche plus facilement. Il perd le sens du travail scolaire, le sens de la discipline et du respect, et j'en passe. Et nous, on se rejette la faute sur les autres. Parfois, on rejette la faute sur les réformes qui frappent aléatoirement, qui ne commencent pas là où elles devraient commencer. Exemple, on a d'abord eu la réforme du collège, ensuite celle du primaire, ensuite celle du lycée. On s'attaque un peu à l'enseignement supérieur en ce moment. Mais le primaire, où est le primaire encore? Et puis bon, vu le teneur des réformes, je ne sais pas s'il faut tant en espérer une autre. Ce qu'on s'en garde par contre, c'est que celui par qui la scolarité commence, c'est-à-dire le professeur des écoles, se trouve aussi être celui sur qui on peut rejeter facilement la faute quand l'élève arrive au palier suivant. S'il n'a pas les bases, c'est qu'il a forcément eu quelque chose qui n'a pas fonctionné avec celui qui devait les lui apprendre. Sauf qu'il ne s'agit pas de culpabiliser un enseignant. Il s'agit de prendre le problème dans sa globalité et dans ses moindres recoins. Et c'est tout un ensemble qui aboutit à cette catastrophe. Terminons cette session tension dans l'éducation nationale avec une constatation qui interroge. À diplôme égal, c'est-à-dire à bac+5 pour les titulaires, les salaires ne sont pas du tout les mêmes entre les professeurs des écoles et l'enseignant du secondaire. Le bilan social du ministère publié en 2021 donne les chiffres de 2019. On pourra ainsi noter que les PE titulaires avaient en moyenne un salaire de 2 350 € contre 2 840 € pour les enseignants du secondaire. 500 € de différence, ce n'est vraiment pas rien. Ajoutez à cela que le salaire prend en compte les primes et que le salaire d'un PE compterait dans les 9% de primes, contre 16% dans le secondaire. 2019 étant aussi l'année de la deuxième HSA obligatoire, celle-ci est comptée dans les primes du second degré. On voit donc de sacrés écarts malgré un concours d'enseignement similaire. Le bilan social rajoute que l'écart de salaire viendrait des primes, environ la moitié de l'écart en lui-même, et que le reste proviendrait du traitement indiciaire brut. En effet, les enseignants du secondaire ont un corps d'agrégés et un autre corps de professeurs de chaires supérieures. Et comme les TIB sont plus favorables à ces catégories, l'écart se ressent sur le premier degré, puisqu'il n'y a aucun agrégé ou professeur de chaires supérieures. Y aura-t-il une meilleure égalité de traitement dans les rémunérations de 2022? Telle est la question. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas comparer les chiffres entre PE titulaires et PE contractuels. Une catastrophe là aussi.
Je ne travaille pas dans le premier degré et ne m'y essaierai sûrement jamais, ne serait-ce que parce que je ne suis pas faite pour enseigner, et parce que je n'ai ni la force ni la volonté de mes collègues du premier degré. Enfin, du second degré aussi, bien sûr, et même de l'enseignement supérieur. Juste, je ne suis pas faite pour enseigner. Mais je me rappelle de mes institutrices, de mes maîtresses, comme je le disais à l'époque, de la PE que j'avais en CM2 et du jeudi où sa remplaçante venait nous faire cours à sa place parce qu'elle avait une décharge administrative. D'ailleurs, ce n'est que très récemment que j'ai compris pourquoi je n'avais pas ma maîtresse le jeudi. En fait, je viens de le comprendre avec cet épisode. Un épisode nécessaire parce qu'on entend assez peu parler des professeurs des écoles, sauf quand il s'agit de rejeter la faute, de demander d'où viennent les problèmes, de pointer du doigt les dysfonctionnements qui ont mené à cette catastrophe que l'on observe avec nos élèves qui partent vers les études supérieures. Et en même temps, ça ne concerne pas tous les élèves. La plupart s'en sortent bien et tracent sa route. Le reste, ceux qui ont des difficultés, on les aide comme on peut, on les voit parfois aussi échouer, et on les accompagne quoi qu'il arrive. Et pas une seule fois il ne me viendrait à l'idée de poser les PE comme les responsables du fiasco. Ils subissent, ils font avec les moyens qu'ils ont. Ils réussissent ou non avec brio, mais ils tiennent. Toutes les journées ne sont pas amusantes, toutes les journées ne sont pas faites de miracles, et toutes les nuits ne sont pas reposantes non plus. Être enseignant, voire être personnel de la maison, n'est pas un métier facile, quoi qu'on en dise. Le monde éducatif va très mal. Est-ce une raison pour rejeter la faute entre nous? Il est urgent que les professeurs des écoles retrouvent leur légitimité dans le paysage éducatif, parce qu'ils méritent leur place, comme chacun. Et franchement, j'aimerais aussi qu'on me dise pourquoi la différence de traitement est aussi énorme. J'ai vraiment l'impression de voir un gouffre entre les deux, malgré un concours égal, malgré des missions similaires et des difficultés similaires. Quant à la question des directeurs d'école amenés à évoluer vers une autorité plus importante au sein de leur école et des équipes pédagogiques, j'y regarde de près et je ne trouve pas particulièrement aberrant de laisser au directeur une nouvelle marge de manœuvre, parce que ce fonctionnement avec beaucoup d'interlocuteurs réduit considérablement l'efficacité de toute une communauté. Mais là aussi, il faudrait tout un épisode pour mieux analyser, pour ne pas tomber dans la vie facile, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'interlocuteurs nombreux, il s'agit aussi d'un rapport délicat avec la hiérarchie. Il est celui par qui la transmission de connaissances et de valeurs en milieu scolaire débute. Il a un concours, des échelons, des reclassements et des élèves en charge. Pourtant, le professeur des écoles n'a pas la même considération qu'un enseignant de second degré ou d'enseignement supérieur, malgré un diplôme égal à celui de ses collègues. En se disant que ces différences de traitement sont favorisées par la méconnaissance du premier degré, petite question de fin. Serait-ce envisageable de rendre obligatoire un petit stage dans le premier degré pour tout enseignant du second degré, et inversement, pour que tous entrent dans leurs fonctions en ayant conscience de ce que vivent les autres collègues? Mais oui, même si c'est la fin de saison, on se retrouve vendredi prochain sur Capsule Éducation. Toujours même horaire, toujours même endroit. Et pour démarrer cette saison 2 tout en beauté, on tentera de lever le mystère sur les cahiers de texte numériques et sur l'obligation d'y noter les devoirs. En attendant, porte-toi bien, repose-toi et ne baisse pas les bras.